Paul. Bonjour Michel. Nous rentrons donc maintenant dans la deuxième vidéo de cette série qui traite des enjeux en fait de la planète, des enjeux et des scénarios positifs possibles. Et dans cette deuxième vidéo, après avoir dans une première vidéo traité du livre dans sa globalité, la première vidéo étant une sorte d'introduction, nous allons traiter dans cette première vidéo d'une analyse stratégique de la planète, parce qu'il faut peut-être rappeler au début de ce livre, ou au début de cette série de vidéos, au fond, quelles sont les opportunités, les risques, les forces et les faiblesses. Parce que des personnes comme toi et moi qui travaillons sur ces questions depuis très longtemps, ont tout cela dans la tête, mais ça serait important que nos étudiants, les personnes qui nous écoutent, y ait un petit rappel sur les opportunités, les forces, les faiblesses. Donc, quel est votre point de vue sur cette question des forces, faiblesses, opportunités, risques? Il y a des analyses qui sont bien faites. Il y en a une qui a été faite par M. Nick Bostrom il y a quelques années à Oxford sur ce qu'on appelle les risques existentiels, c'est-à-dire les risques d'extinction du genre humain. Alors, il en a fait un catalogue. Il y a deux catégories. Il y a les risques d'ordre naturel. Et ces risques d'ordre naturel n'ont pas augmenté, mais notre conscience de ce qu'ils sont a augmenté. Parce que nous savons maintenant qu'une météorite géante peut faire disparaître la vie à la surface de la Terre. C'est vieux comme l'histoire de la planète. Voilà, il y a des risques liés à notre planète en tant que telle, et dont nos ancêtres de l'Antiquité et du Moyen-Âge n'étaient pas au courant, parce que simplement, ils ne pouvaient pas faire l'exploration de ce genre de choses. Nous savons aussi que une reprise de l'activité volcanique massive pourrait aussi être extrêmement dangereux pour nous. Alors, des choses donc d'ordre cosmique ou liées à la qualité de notre Terre, et aussi des risques que nous avons créés délibérément et des risques que nous avons créés à notre corps défendant. À notre corps défendant, bien entendu, maintenant le réchauffement climatique, avec les conséquences sur la qualité du gaz dans lequel nous devons respirer, et la montée des eaux, et aussi des risques que nous avons créés délibérément dans un but belliqueux, quand nous avons créé les armes nucléaires. C'est à ce moment-là que quelqu'un a eu envie de faire le doomsday clock, l'horloge de la catastrophe, en montrant qu'avec le développement des armes nucléaires et thermonucléaires, nous mettions notre propre vie en danger. Et maintenant, nous avons d'autres possibilités de nous provoquer des mutations génétiques, de répandre des épidémies, non pas des épidémies que nous subirions simplement, mais que nous créerions d'ordre délibéré, et des choses de cet ordre-là. Voilà. Mais qu'en pensez-vous de votre côté? Il me semble qu'effectivement, votre distinction du début est tout à fait importante. C'est de bien comprendre les risques qui ont été là de tout temps et qui apparaissent aujourd'hui. Par exemple, on se rend compte qu'aujourd'hui, le cœur de la galaxie, c'est un trou noir, et que ce trou noir dévore à une vitesse vertigineuse les étoiles qui l'entourent. Et quand on voit ça, on se dit, c'est même effrayant, etc. Sauf que, effectivement, ce n'est pas pour tout de suite. En tout cas, pour ce qui est de nous, nous sommes encore suffisamment loin du trou noir, et on est dans des temporalités tellement vastes que même si ce trou noir est en train de dévorer chaque année des systèmes solaires entiers, nous ne sommes concernés que dans quelques millions d'années, voire quelques milliards d'années. Le risque d'une rencontre avec un autre objet volant non identifié, ça, c'est beaucoup plus potentiellement possible à chaque instant. Donc, du coup, ça apparaît aujourd'hui beaucoup plus probable, même si la probabilité, encore une fois, on peut la qualifier, on est de 1% ou 1 pour 1000 ou 1 pour 1 million de chances que ça nous arrive durant notre vie. Par contre, effectivement, dans les deuxièmes types de risques, la bombe atomique
le réchauffement climatique notamment. Bon, la bombe atomique, on est dans quelque chose d'aléatoire. Il faut rappeler qu'il y a tout de même plus de 10 fois de quoi détruire l'ensemble de la planète, ce qui est tout de même remarquable, parce que une fois aurait suffi, mais là, il y a plus de 10 fois les armes nucléaires pour détruire l'ensemble de la planète. Nous sommes toujours dans la démesure. Ça montre quelque part une forme de démesure absolument incroyable, en fait. Alors, Karl Jasper a fait un très beau livre là-dessus en montrant que d'un autre côté, ça crée la paix, paradoxalement, parce que ça crée une telle angoisse qui concerne l'humanité tout entière que ça transforme tous les humains en un même peuple terrifié par l'arme qu'ils ont eux-mêmes inventée. Et ils pensaient philosophiquement que la bombe nucléaire était peut-être une bonne chose, entre guillemets, pour que l'humanité prenne conscience d'elle-même dans sa globalité, en tant qu'unité. Et a fortiori, effectivement, maintenant, avec le réchauffement climatique, je pense qu'on est là devant un risque majeur. Alors, Sir Nicolas Stern est un des grands auteurs qui a écrit là-dessus, et il montre très bien que la probabilité, et vous-même, en tant qu'économiste, vous savez très bien manier la probabilité. Il faisait remarquer que la probabilité, là, si on prend une assurance, les assureurs, ils savent très bien calculer les probabilités. Il faisait tout de même remarquer que là, on a une probabilité extrêmement grande d'un risque extrêmement grand. Et que donc, c'était pourquoi il était fondamental que l'humanité se réveille. Parce que là, on n'est pas dans des probabilités aléatoires, on n'est même pas dans une probabilité... On est dans une quasi-certitude aujourd'hui d'un risque considérable pour l'humanité, avec très peu de temps pour réagir. Oui. Donc là, je pense qu'effectivement, c'est bien de présenter tous ces risques divers, en sachant que, parce qu'on a des probabilités différentes. Et la problématique liée au réchauffement climatique, c'est que là, on a un très fort risque avec une très forte impact. Il y a un deuxième risque que vous n'avez pas cité, parce que d'ailleurs, et c'est très intéressant, c'est très symptomatique, parce qu'il est souvent oublié, mais qui me semble s'articuler avec le réchauffement planétaire et avec ce qui accompagne le réchauffement planétaire, c'est le dérèglement climatique, c'est l'effondrement de la biodiversité. C'est-à-dire que là, on a trois choses qui se combinent, parce que le dérèglement est mauvais pour les espèces, nous, bien sûr, mais toutes les espèces animales. Et du coup... le mélange du réchauffement climatique, du dérèglement climatique, plus l'effondrement des espèces animales, qui détruit notre biodiversité et qui détruit en fait notre système de vie, c'est extrêmement dangereux et c'est en cours, c'est déjà lancé. Tout à fait. Et il y a encore un autre risque que nous n'avons pas mentionné, mais qui est fort dans l'actualité. Et j'ai d'ailleurs signé moi-même une pétition qui circule à ce propos-là. C'est le risque de laisser se déraper l'intelligence artificielle. Voilà, alors ça c'est quelque chose qui est apparu récemment. Oui. Effectivement, là il y a un glissement. Alors, l'intelligence artificielle, c'est beaucoup plus complexe que tout le reste, parce que on est d'abord sur un objet qui est encore mal défini, on peut dire, qui est un peu difficile à concevoir, mais qui présente des risques, mais des risques divers et qu'on a du mal à cerner, j'ai l'impression. Oui, et les risques sont de deux ordres. D'abord, c'est que nous confions, et nous l'avons fait depuis longtemps, parce qu'à l'époque où je travaillais dans ce domaine, c'était la fin des années 80 et c'était déjà le cas. Je ne le savais pas au moment même, mais l'équipe à laquelle je participais, nous étions en réalité financés par un ministère de la Défense et pas par la firme British Telecom qui nous employait. Et c'est toujours le cas. C'est massivement le militaire, et en Chine et aux États-Unis, qui dirige la recherche. Mais il y a aussi le risque d'explosion de ce qu'on appelle la singularité, c'est-à-dire le risque que nous cessions de comprendre ce que fait la machine. Et c'est une nouvelle qui date d'hier, c'est l'ordinateur, l'intelligence artificielle, qui réussit mieux que l'humain à des tests d'intelligence humaine. C'est la nouvelle d'hier, et pour la première fois, donc, deux machines, une machine américaine et une machine chinoise, réalisent des résultats à des simples tests de type examen universitaire, réussissent mieux que l'humain. Donc là, on voit apparaître
une sorte de panorama des risques. Là, on arrive déjà à peu près à une dizaine de minutes par rapport à notre seconde vidéo. Donc peut-être on va réserver une autre vidéo pour les opportunités, pour montrer aussi tous les côtés positifs de la situation actuelle. Parce que je pense que si on reste sur les risques, c'est un peu limitant. Et par ailleurs, on peut dire aussi opportunité-risque, mais aussi force-faiblesse. On a aussi des forces, on a certes des faiblesses, on les a vues dans les risques. On a des faiblesses face à ces risques, on a des faiblesses face aux opportunités, mais on a aussi des forces. Merci Paul. Merci, et Michel. À tout de suite, la suite, une troisième vidéo sur les opportunités cette fois-ci, le côté positif.